Bien, bonjour à tous. On va démarrer sans plus tarder notre table ronde intitulée Métamorphose de la concurrence. Alors, la concurrence, finalement, c'est peut-être la loi, la force la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Hein. Le darwinisme, c'est de la concurrence. Le sport, la politique, l'éducation, l'économie, le business. La concurrence est présente partout. Alors nous, on va se cantonner au champ de l'économie, ce qui nous donnera déjà suffisamment de fil à retordre, puisque, vous verrez, on essaiera de couvrir un champ assez large, entre la concurrence plutôt business, secteur, la concurrence entre pays, et puis la concurrence aussi entre les travailleurs, les salariés. Donc, avec nous, 3 intervenants grands spécialistes du sujet. Flora Bellone, bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes chercheur au GREDEC, qui est l'unité mixte de recherche de l'UNS et du CNRS. Et vous êtes aussi chercheur affilié à l'OFCE. Et vous avez un livre en cours qui s'appelle « La compétitivité des pays » aux éditions La Découverte. François Lévesque, bonjour. Bonjour. François, vous êtes professeur d'économie à Mines ParisTech et vous publiez Les habits neufs de la concurrence chez Odile Jacob. Et Pierre-Noël Giraud, vous êtes vous aussi professeur d'économie à Mines ParisTech. Et je rappelle votre livre qui commence à être un petit peu ancien maintenant, mais qui est vraiment remarquable et dont vous allez sortir une réédition, m'avez-vous dit. Ça s'appelle « L'homme inutile ». Le titre est assez interpellant. Et l'ouvrage ne l'est pas moins, c'est chez Odile Jacob. Alors, pour démarrer notre table ronde sur la concurrence, je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez nous adresser des messages, des questions que j'essaierai de traiter au mieux. Et on démarre donc tout de suite. Alors peut-être, François Lévesque, la concurrence, on a l'impression qu'autour de nous, il y en a de plus en plus. Entre entreprises, entre pays, qu'on a de l'information partout, qu'on est capable de tout comparer, de tout mesurer en permanence. Est-ce que ce sentiment qu'il y a de plus en plus de concurrence, il est réel, ou est-ce que c'est une fausse impression? Bref, est-ce que la concurrence, il y en a plutôt plus qu'avant, ou plutôt moins qu'avant aujourd'hui? J'aurais tendance à dire qu'il y en a plutôt moins qu'avant, mais il faut un long développement avant d'arriver à cette conclusion. Qu'est-ce qui peut permettre de penser que vraisemblablement il y a moins de concurrence aujourd'hui qu'hier? Alors d'une part, il y a un débat, aux États-Unis, il y a un débat très fort pour savoir autour de cette question, est-ce qu'il y a plus de concurrence, moins de concurrence? Et c'est contrasté parce que d'un côté, vous avez c'est les GAFA, les Google, Amazon, etc. Et vous voyez que ces entreprises ont des positions dominantes globales, donc sur l'ensemble de la planète. Et ces entreprises, on a un peu l'impression qu'elles ont des positions qui sont devenues inexpugnables, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les sortir, quoi. Et qu'elles vont plus disparaître de la circulation, comme Nokia a pu disparaître de la circulation, ou comme BlackBerry a pu disparaître de la circulation. Et d'un autre côté, on voit tous une concurrence qui s'intensifie, notamment du côté des plateformes, enfin du côté des détaillants, les petits commerces contre Amazon, les chauffeurs de taxi, etc. Et donc le débat est contrasté. Et le débat est vif parce que, évidemment, s'il y a moins de concurrence, c'est plutôt négatif pour les consommateurs. Et alors, pourquoi avancer la question qu'il y en a plutôt moins aujourd'hui qu'hier? Bon, d'une part, il faut regarder les statistiques. Alors le problème quand même, c'est que la concurrence, il n'y a pas de thermomètre pour mesurer l'intensité de la concurrence. Il n'y a pas de thermomètre qui vous dira, eh bien, la concurrence, elle est aujourd'hui du niveau 4 et hier, elle était de niveau 3. Vous avez des indices indirects, la concentration, donc est-ce qu'il y a 3 grandes firmes dans l'entreprise ou il y en a plutôt 6 qui sont la moitié du marché? Il y a quand même aussi, donc on voit, il y a la concentration, il y a aussi les profits et plus particulièrement la différence, ça les économistes adorent, la différence entre le coût marginal et le prix sur le marché. Donc là, le markup. Donc aux États-Unis, il est clair que si vous regardez la concentration, elle augmente, donc c'est sans doute le signe que la concurrence diminue. Si vous regardez les profits des entreprises depuis les années 80, le profit mesuré de différentes façons augmente. Et puis si vous regardez la marge prix-coût augmente. Donc il y a des observations statistiques qui font penser que la concurrence diminue. Après, il faut regarder les cas aussi. Il faut regarder les cas.
Est-ce que la concurrence entre Coca et Pepsi, elle est toujours aussi vive aujourd'hui qu'hier? Eh bien non, parce que c'est une espèce de guerre de tranchées. Il y a ceux qui préfèrent Coca, ceux qui préfèrent Pepsi. Airbus-Boeing, par exemple, c'est de la... Airbus-Boeing, donc on a des duopoles où les positions sont bien assises et la concurrence se passe ailleurs. La concurrence Coca-Pepsi, elle ne se passe pas sur les boissons carbonatées au goût de cola, elle se passe sur les céréales pour petit déjeuner, sur les jus de fruits bio, etc. Dans la diversification, c'est des grands entreprises. Il y a quand même un point qu'il faut évoquer, François Lévesque, c'est-à-dire que il n'y a pas un mois qui passe sans qu'on nous révèle des ententes, des cartels. Alors moi, il y a une citation d'un industriel de la lysine qui était un produit chimique, qui avait une phrase que j'aimais bien, qui disait nos clients sont nos ennemis, nos concurrents sont nos amis. Mais quand on voit, on a eu le lait, on a eu les yaourts, on a eu les aliments pour chiens, on a l'impression que finalement les endives, on a l'impression que sur plein de marchés, finalement, en douce, derrière le dos du consommateur, les producteurs, ils ont quand même tendance à essayer de s'entendre pour limiter justement la concurrence. Oui, je pense qu'il y a toujours des cartels. Je pense qu'il y en a quand même de moins en moins parce que la lutte contre les cartels est de plus en plus efficace. Les amendes sont devenues astronomiques. Aux États-Unis, vous emprisonnez les patrons d'entreprise qui sont auteurs de cartels. Ils vont en tôle et pour plusieurs années. Donc, et je pense que les cartels, c'était aussi des entreprises de différents pays. Par exemple, d'Allemagne, qui s'unissaient avec des entreprises japonaises et qui faisaient un cartel ensemble. Or aujourd'hui, c'est une autre raison qui me laisse penser que la concurrence diminue. Avant, parmi les forces de la concurrence, vous aviez une entreprise qui est forte en Allemagne et qui s'est dit, tiens, je vais concurrencer l'entreprise, mon concurrent en France ou mon concurrent au Japon. Et aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus globales, c'est-à-dire qu'elles ont des positions dominantes dans plusieurs pays. Si vous prenez l'automobile, c'est très clair. Et donc cette force-là, c'est-à-dire la diversification géographique qui faisait que, voilà, je suis très fort, je suis très efficace en Allemagne, du coup, je vais introduire de la concurrence je vais lutter contre mon concurrent en France ou au Japon, eh bien cette force-là, elle est beaucoup plus faible qu'avant. Et donc les cartels, c'est un peu un ancien monde de ce point de vue-là, parce que les cartels, c'était souvent des firmes qui se partageaient des territoires et notamment des pays, des marchés. Alors ça, c'est pour... à grands traits, la concurrence plutôt entre secteurs, entre grandes entreprises. Flora Bellone, si on regarde maintenant au niveau des pays, même question qu'à François Lévesque, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, entre pays, il y a plutôt plus de concurrence ou plutôt moins de concurrence que par le passé? Merci pour cette question. Alors, effectivement, déjà, la question se pose donc pour les pays de manière tout à fait différente qu'elle se pose pour les entreprises, et c'est ce parallèle qui est, je pense, assez intéressant, c'est-à-dire que la concurrence, on a tendance à la voir comme quelque chose de bon, de favorable lorsqu'elle se joue entre les entreprises, et là on questionne un peu de savoir si cette concurrence, elle n'est pas en train, qui est plutôt favorable aux consommateurs, elle n'est pas en train d'être mise à mal par les nouvelles conditions du fonctionnement de l'économie. Et quand on est au contraire au niveau des pays, quand on s'interroge sur la concurrence des pays, le point de vue est totalement inversé. On a plutôt tendance à dire que la concurrence entre les pays, c'est pas quelque chose de positif, et puis ça renvoie à une vision très mercantiliste du commerce international. Les pays ne sont pas concurrents, ils sont partenaires au commerce international, et cette notion de concurrence appliquée à des pays n'a pas tant de sens. Pourtant, on est bien tout à fait conscient que dans la mondialisation actuelle, on a l'impression que les forces, les conflits d'intérêts, les forces de concurrence qui se jouent entre les pays deviennent extrêmement importants. Donc, la concurrence... Alors mettez bien votre micro devant votre bouche, pour parler plus fort, parce que j'ai une petite remarque qui nous demande justement si on peut parler un peu plus fort. Donc le point que je vais faire en réponse à cette question, c'est que, effectivement, il y a plus de concurrence, donc il y a plus de conflits d'intérêts aujourd'hui entre les pays qu'il n'y en a eu jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, c'est-à-dire dans l'ancienne forme de la mondialisation qui a prévalu sur le XXe siècle et qui a été
essentiellement, on va dire, les gains de cette mondialisation, le moteur de cette mondialisation, c'est fait par beaucoup de concurrence entre les entreprises, des secteurs qui sont devenus non compétitifs dans certains pays, plus compétitifs dans d'autres, de la spécialisation ou des échanges intra-branches, des voitures allemandes contre des voitures françaises, et des gains mutuels aux échanges pour les principaux acteurs de ce commerce international. Donc l'Europe, les États-Unis, le Japon. On a été dans une relation effectivement de partenariat. Néanmoins, il y a eu de la concurrence qui s'est jouée entre les pays en voie de développement et les pays industrialisés pendant cette première mondialisation, ne serait-ce que parce que... Est-ce que vous pouvez nous la dater, ce que vous appelez la première mondialisation? Alors, elle se date de la révolution industrielle jusqu'à la révolution numérique, jusqu'au donc de 1820, toute la mondialisation qui a été tirée avant tout par la baisse des coûts de transport des marchandises, voilà, mais qui n'a pas impliqué les coûts de transfert des connaissances, la mondialisation dans laquelle on est aujourd'hui avec la révolution du numérique. Donc cette première mondialisation, elle a d'abord créé des grands gagnants et des grands perdants. Il y a eu un conflit qui s'est joué, mais ce conflit s'est joué très tôt, au début de la révolution industrielle, entre les pays qui ont gagné l'industrialisation, là où l'industrialisation s'est agglomérée, et l'innovation, donc les grandes nations industrialisées, et les pays qui se sont désindustrialisés et qui ont divergé, donc la Chine et l'Inde, principalement au XIXe siècle. Donc cette rupture fondamentale qui est en partie liée à cette mondialisation, cette augmentation des inégalités entre les pays, elle a fait des grands perdants, mais au sein des nations industrialisées, elle a fait que des gagnants qui ont profité après, tout au XXe siècle, de flux nord-nord, de flux entre eux, de gains partagés. Aujourd'hui, on est dans un renversement de cette tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette mondialisation-là est finie, et la mondialisation dans laquelle on vit, c'est une mondialisation où les technologies se transfèrent, le savoir-faire se transfère. On peut combiner de la maîtrise technologique, et c'est ce que font ces grands réseaux de production mondiaux, ces grandes entreprises globales, elles combinent de la technologie du Nord avec des salaires du travail au Sud. Et les flux sont des flux Nord-Sud. Dans cette nouvelle configuration, il y a trois formes de nouvelle concurrence entre les pays. Il y a la concurrence des pays émergents face aux pays industrialisés pour les emplois industriels, pour la relocalisation des emplois. Et cette concurrence est à l'avantage des pays émergents. Il y a la concurrence entre les nations industrialisées pour maintenir les grands centres de services mondiaux, de services d'éducation, de services d'innovation et les grandes métropoles. Donc il y a des concurrences énormes entre les grandes métropoles des pays industrialisés pour savoir qui va gagner ces grands services où on est encore compétitif et où on a besoin d'agglomération. Est-ce que c'est Londres? Est-ce qu'on va récupérer les services financiers de Londres? Est-ce que c'est Francfort? Est-ce que c'est New York? Et ensuite, il y a une concurrence sud-sud qui s'opère actuellement sur qui attire les chaînes de production mondiale. Donc les pays du Sud sont en concurrence entre eux pour attirer les chaînes de production mondiale. Alors on a plusieurs questions qui tournent un peu autour de la même thématique, où on nous dit mais c'est pas facile de faire le lien entre la notion de pays et la notion de concurrence, dans la mesure où ces firmes, elles sont privées, elles s'installent finalement où elles veulent. Quel est le rôle des États dans tout ça, finalement? Est-ce que c'est un cadre, est-ce que c'est de créer un cadre attractif, un cadre macroéconomique attractif, c'est-à-dire d'offrir des bonnes infrastructures, une fiscalité avantageuse? Quel est le lien dans tout ça? Parce qu'il y a quand même un truc de base qui s'appelle la compétitivité d'un territoire. Mais il y a aussi un truc qui s'appelle le marché, quoi. Et souvent, il y a une confusion entre concurrence et marché. C'est-à-dire qu'il y a des marchés locaux, voilà. Vous voulez acheter du pain, vous voulez aller prendre un café, et vous voulez prendre un VTC, etc. Ou même maintenant à Paris et à Lyon, peut-être demain, vous voulez prendre une bicyclette. Ça peut être Vélib ou ça peut être plein d'autres trucs. Donc et la concurrence s'exerce dans un marché, d'accord?
Et les marchés, forcément, ils ont une dimension géographique, même si la dimension géographique la plus large, c'est le marché global. C'est-à-dire que le marché du système d'exploitation Android ou de Windows de Microsoft, c'est l'ensemble de la planète. Et donc, à mon avis, le lien avec le territoire se fait là. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont prêts à ouvrir leur marché, plus ou moins. Et donc, là, la concurrence venant d'ailleurs, venant de l'étranger, eh bien, elle va s'exercer ou elle ne pourra pas s'exercer. Donc, je pense que c'est à travers la notion de marché qu'on comprend mieux le lien entre la concurrence et le territoire. Alors, évidemment, s'il y a un lien aussi entre les États, les territoires, la concurrence, la mondialisation, c'est aussi parce qu'il y a un sujet qui est extrêmement sensible, c'est les transferts de main-d'œuvre, l'évolution de l'emploi. Pierre-Noël Giraud, la concurrence, elle existe aussi, finalement. On a parlé de la concurrence entre secteurs, entre entreprises, on a parlé de la concurrence entre pays, mais la concurrence, la réalité, c'est que c'est aussi une concurrence entre les différentes formes de main-d'œuvre. Entre les hommes. Mais alors, elle s'organise comment, cette concurrence entre les hommes? Bon, alors, comme l'a dit Flora Bellone, François Lévesque aussi, nous sommes entrés nous sommes depuis peut-être maintenant 2 décennies, au moins, peut-être 3, dans une nouvelle phase de la mondialisation, qu'il vaudrait mieux appeler d'ailleurs dans une nouvelle phase déglobalisation, qui a comme infrastructure matérielle la révolution numérique, parce que le numérique c'est d'entrée globale, puisque ça passe à travers un réseau qui est global, et de la globalisation des firmes. Ce qui nous a été dit. Donc maintenant, nous avons des firmes globales qui mettent en compétition des territoires pour localiser des chaînes de valeur qui sont, c'est bien connu, désormais complètement éclatées. On peut localiser la conception ici, le marketing est confié à une boîte londonienne, le financement se fera à New York, et puis on distribue les composants hautement technologiques au Japon, en Corée, et puis le montage final en Chine. Bon. Et pour chacun de ces segments de la chaîne de valeur, la firme globale se demande où vais-je le mettre? Où sont les ressources du territoire qui sont pour moi les plus attrayantes? Et évidemment pas pour demain matin seulement, étant donné que c'est un investissement long que je fais, etc. Et bien sûr, je tiens compte pour ça des réglementations que posent les États pour avoir accès à un territoire. Bon. Mais qui est en concurrence avec qui dans cette affaire? Les firmes globales mettent en concurrence qui avec qui? Combien de personnes en France, combien d'emplois en France sont réellement mis directement en concurrence avec des emplois dans d'autres pays par les firmes globales, y compris les firmes françaises elles-mêmes? Eh bien, vous allez le savoir grâce à une étude qui a été faite par Philippe Francrin, ici présent, et moi, et qui s'appelle « Dynamique des emplois exposés et abrités en France » et qui vous est gracieusement offerte par les presses de Mines ParisTech à la sortie. 27%. Voilà, 27%. Et ça a diminué de 3%, passé de 31 à 27% dans les 15 dernières années. Alors c'est ça qui est un résultat étonnant quand même, et presque j'ai envie de dire contre-intuitif par rapport à ce qu'on pouvait penser être une concurrence et un pays ouvert de plus en plus à tous les vents de la compétition finalement. Alors il faut partir de là. Juste en un mot, quelles conséquences ça a de regarder les choses de cette manière? C'est-à-dire au sein de chaque territoire, on se dit il y a des emplois qu'on peut appeler exposés à la concurrence internationale. C'est dans le jargon économique, c'est ça. Moi, je préfère les appeler les emplois nomades. C'est les emplois qui sont nomades, pas les gens les emplois peuvent être déplacés comme des pions. Quand on voit les choses comme ça, premièrement, on constate que ça diminue en France, en proportion. Mais aussi en Allemagne, mais aussi en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis, partout. Et pas plus vite en France que dans ces pays-là. C'est-à-dire que l'Allemagne, avec ses excédents commerciaux énormes, est quand même un pays dans lequel le nombre des emplois nomades diminue. Parce que l'explication qu'on aurait pu avoir, c'est de se dire, bah attendez, s'il y en a moins aujourd'hui, vous êtes bien gentils, mais c'est qu'ils sont déjà tous partis, quoi. Alors, il y en a moins en proportion de l'emploi total en France, mais il y en a plus en Chine. En Chine, ça monte, en France, ça diminue. Et en Afrique, malheureusement, ça ne croît pas très vite. J'ai entendu ce matin dans la conférence sur la fin de la mondialisation où était Flora, parler de l'Afrique et parler de gens, et entendu
cette hypothèse, à mes yeux, totalement aberrante, petite parenthèse, que l'Afrique pourrait se développer en faisant le saut du développement agricole au développement des services et sans passer par la case industrie. Mais c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc, aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'attirer une énorme quantité d'emplois nomades industriels. Pas que ça, mais industriels. Parce que l'Afrique, c'est quand même 2,5 milliards d'habitants dès 2050 et 4,5 milliards d'habitants en 2100. À l'époque, la Chine, ce sera 1 milliard. Et tout le monde occidental blanc, ce sera 1 milliard aussi. 4,5, 1 à la fin du siècle. Donc oui, penser que ce continent de 4,5 milliards d'habitants va se développer sans industrie, comment peut-on prononcer ce genre de bêtises? Peut-être Emmanuel, pour poursuivre sur ce lien entre, parce qu'effectivement il n'est pas toujours évident, entre la concurrence entre les entreprises et puis les inégalités dans les territoires. Il y a un exemple que j'aime bien parce qu'il est finalement contre-intuitif, c'est celui de l'origine des inégalités salariales. Vous savez qu'aux États-Unis en particulier, au Royaume-Uni aussi, il y a un écart croissant entre les plus riches et les plus pauvres, notamment en termes de salaire, mais aussi avec les conséquences en termes de patrimoine. Et l'intuition est de dire que cette croissance des inégalités, elle est tirée par le fait que les patrons d'entreprise se payent de plus en plus, et alors qu'ils n'élèvent pas les salaires de leurs employés. Ça, c'est l'intuition. Et en fait, il y a un travail absolument magnifique de statistique, d'économétrie, qui porte sur les entreprises américaines, qui est paru cet été, qui montre que c'est l'inégalité entre les entreprises qui tire l'inégalité salariale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, imaginez que l'économie, ça soit simplement du football, eh bien, il se passe dans ce football-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les écarts depuis 20 ans de salaire entre les joueurs de football, c'est pas l'écart croissant entre le joueur le mieux payé au PSG et celui qui est le moins payé au PSG. L'écart, il s'est pas fait là. L'écart, il se fait entre le salaire moyen du joueur au PSG et le salaire moyen dans un club de Ligue 2. Et donc, c'est un papier qui montre comment la concurrence entre les entreprises a des effets sur les inégalités entre les hommes, entre les gens, entre les ménages, parce que parce qu'il y a des firmes superstars, justement. Ce qui est montré, c'est que vous avez des firmes, un petit nombre de firmes qui deviennent des superstars, et c'est pas simplement le digital, c'est pas simplement les GAFA, hein. Pensez à Ikea, pensez à Lego, il y a plein d'entreprises. Pensez, mais ça vous le connaissez pas, il y a 2 entreprises mondiales qui font 60% de la production de ski, d'accord? Mais il y a tellement une flopée de marques, et elles ont toutes un grand nombre de marques que vous ne les voyez pas. Citez-les, parce qu'il y en a une française. Non, il n'y a aucune française. Il n'y a pas de français? Non, non, mais il y a des marques, oui, mais elles appartiennent aux grandes entreprises. On n'a pas un champion du ski Non, Rossignol fait partie d'une entreprise qui s'appelle Amber, qui est une entreprise américaine. Et donc, le lien se fait de plus en plus, c'est-à-dire qu'entre les inégalités entre les ménages et la concurrence, vous voyez le lien, c'est-à-dire que les entreprises qui réussissent payent mieux et elles sont aussi à l'origine d'inégalités. Pierre-Noël Giraud. Je vais réagir sur cette... poursuivre ce que je veux dire sur l'intérêt de distinguer les emplois nomades et les emplois sédentaires et prendre l'exemple de Rossignol et répondre aussi à une question tout à l'heure, qu'est-ce qui compte pour un État? Vous voyez, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut vraiment tendre au maximum la distinction entre la localisation des emplois et la nationalité de l'entreprise. Et ça a à voir avec le protectionnisme. Bon. Imaginons qu'on veuille en Europe aujourd'hui, et on devrait le vouloir, à ralentir cette érosion du nombre des emplois nomades. Pourquoi? Parce que quand on a de moins en moins d'emplois nomades, même s'ils sont, comme vient de le dire François, de plus en plus riches, parce que les emplois nomades qu'on conserve en Europe, aux États-Unis, évidemment, ce n'est pas les emplois d'OS, c'est les emplois les plus qualifiés qui sont de plus en plus riches. Et en plus, comme ils ont un marché global, c'est le phénomène, le gagnant rafle tout, c'est-à-dire que les écarts entre ceux qui gagnent et puis la moyenne... Bientôt micro. Les écarts entre ceux qui gagnent et la moyenne sont très importants. Bon. Mais prenons l'exemple revenons à Rossignol. Ce qui compte, c'est la localisation. C'est-à-dire que l'Europe, si elle veut ralentir ce phénomène de fuite des emplois nomades, doit les attirer. Qui va venir les créer? Mais les Chinois. Les Chinois.
Évidemment, les firmes des pays émergents qui aujourd'hui, au lieu d'investir toute leur épargne dans les bons du trésor américain, commencent à vouloir acquérir des actifs. Donc il faut dire bienvenue aux investissements chinois en France, et il faut faire comme les Américains, c'est-à-dire attirer les étudiants chinois. Parce que le point important dans votre étude aussi, Pierre-Noël Giraud, c'est de dire que plus il y a d'emplois nomades, plus il y a un effet d'entraînement sur la création d'emplois non nomades. Absolument. Si vous créez, on a fait une étude avec 420 zones d'emploi en France, si vous créez 100 emplois nomades dans un territoire, vous entraînez immédiatement la création de 66 emplois sédentaires. Bon. Mais pour attirer les emplois nomades, il ne faut certainement pas, ça a été discuté dans d'autres tables rondes ici, des mesures protectionnisme habituelles qui correspondent au commerce international de grand-papa. Ce qu'il faut, c'est se servir de l'attraction de son marché intérieur pour dire aux gens, vous voulez vendre chez nous? Très bien. Venez produire en partie chez nous. Mais pas en leur disant quoi faire. On leur dit, vous venez faire 30% de la valeur ajoutée. Vous savez que c'est la mode maintenant, et heureusement, d'essayer de faire des statistiques du commerce international en valeur ajoutée. Ce qui compte, c'est la valeur ajoutée. Donc on va dire au constructeur chinois aéronautique Comac, qui a fait un avion qui est le clone exact de l'A320. Cet avion a été certifié il y a 3 ans. Il devrait déjà pouvoir être vendu, il y aura des petits problèmes parce que ce n'est pas confirmé. Mais quand il sera en vente, il vaudra la moitié de l'A320. Bon. Aujourd'hui, si vous voulez vendre un A320 en Chine, vous devez aller le fabriquer au moins 30 ou 40% de la valeur ajoutée en Chine. Ouais, mais ça, on y reviendra parce que... Il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose avec Oui, mais Pierre-Noël Giraud, l'économiste, il est très à l'aise dans ce monde-là. Il y a des secteurs qui disparaissent, des entreprises qui disparaissent, puis il y en a d'autres qui se créent, qui émergent. Et il y a des emplois qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. Mais c'est pas les mêmes. Alors, c'est pas à vous que je vais dire ça, puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle L'homme inutile, qui se pense justement sur cette question de qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui sont, alors pas inutiles au sens péjoratif, mais dont on ne sait pas finalement ce qu'il va falloir faire sur le plan social, parce que c'est ça aussi qui va compter. On va y revenir. Attendez, j'ai 2-3 petites questions de cours là pour vous qui êtes tous profs. Vous avez parlé de déglobalisation, Pierre-Noël Giraud. Oui, mais à mon avis, il n'y a absolument pas de déglobalisation. Il y a, alors je suis d'accord avec Flora, il y a depuis une trentaine d'années déjà, on est dans un nouvel âge de déglobalisation, DES. Il y a plusieurs globalisations, numériques, financières et des firmes. Et ça, c'est une structure de l'économie mondiale. C'est lié à la technique. C'est lié à la technique, et en particulier au numérique. Aujourd'hui, vous pouvez disperser la production partout dans le monde. Si, comme l'a dit Flora ce matin, quand demain les salaires ont rattrapé, les salaires chinois ont rattrapé, c'est-à-dire qu'ils seront la moitié des nôtres, bon, ben, les choses vont se rééquilibrer, mais il y a l'Afrique. Donc de toute façon, après, il faut industrialiser l'Afrique. Donc, je veux dire, ça c'est un phénomène structurel. Il n'y a pas lieu de parler de déglobalisation. La globalisation, ces globalisations-là, c'est la structure du monde actuel. Alors, à l'intérieur de là, il peut y avoir des politiques étatiques différentes. Moi, je milite pour un certain mercantilisme stratégique européen, comme celui des Chinois, qui n'est absolument pas le protectionnisme à la Trump, très clair, qui passe par l'idée de négociation finalement d'État à taille avec les grands groupes chinois en leur disant d'accord, nos marchés vous sont ouverts, ok, à condition que vous veniez fabriquer, et on vous prévient à l'avance, 10, 20, 30% de la valeur ajoutée ici. Vous choisissez, si vous voulez faire les pièces, vous faites les pièces, si vous voulez faire l'achambage final, vous faites l'achambage final, ça c'est votre business, c'est vous qui connaissez les coûts, la logistique, on ne va pas s'en mêler. Voilà. Flora Bellone, question de cours. La théorie de l'avantage comparatif explique-t-elle toujours les mouvements de capitaux, de transferts, etc. Ou est-ce que c'est une théorie dépassée? Alors, c'est une très bonne question d'abord. Alors, c'est une théorie qui est le principe des avantages comparatifs. Le principe des avantages comparatifs n'est absolument pas dépassé. Rappelez peut-être ce que c'est quand même, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ce que c'est que la théorie de l'avantage comparatif. Ok, et surtout, il est souvent mal compris. Donc, il est souvent confondu avec l'avantage absolu. Donc, généralement, on a tendance à penser qu'on se spécialise dans ce qu'on sait mieux faire que les autres, donc moi, ou dans ce qu'on a et que les autres n'ont pas. Donc, on ne peut
on n'a pas de café ici, c'est pas la peine qu'on en produise, on va l'importer, on va échanger, donc en fonction des avantages absolus. L'avantage comparatif, c'est pas ça, c'est que même une nation qui sait rien faire aussi bien qu'une autre, elle a intérêt à échanger avec cette nation. C'est-à-dire, et même une nation qui sait tout mieux faire qu'une autre, elle a intérêt à échanger avec une nation qui fait tout moins bien. Pourquoi? Ça, c'est l'avantage comparatif. Parce qu'on va se spécialiser dans ce qu'on sait faire relativement le mieux, laisser l'autre nation faire là où l'avantage est moins fort, et les deux vont y gagner. Ça, c'est le principe de l'avantage comparatif. Mais pour être très clair, est-ce que ça veut dire que la Chine, de toute façon, ne saura jamais tout faire? Alors, pourquoi? Donc ça, c'est le principe. Il faut, dans un monde où les ressources sont rares, c'est bien qu'on se spécialise dans ceux où on est relativement le plus performant. D'accord? C'est comme dans un cabinet d'avocats, parce que c'est l'exemple de Paul Samuelson, qui est le père de la théorie des avantages comparatifs. Quand il y a l'avocat qui fait les plaidoiries et il y a son secrétaire, son attaché qui lui prépare les courriers, l'avocat pourrait faire tout, peut-être mieux que son assistant, mais c'est mieux qu'ils se partagent le travail. C'est ça l'idée. Pourquoi cette théorie n'explique pas? Donc ça, c'est le principe qui est valide, quoi qu'il arrive, et qui reste valide. Pourquoi la théorie des avantages comparatifs telle que on l'a pensée, avec les avantages comparatifs des nations, ne peut plus expliquer ce qui passe maintenant? C'est que les avantages comparatifs sont dénationalisés. Donc le fait qu'on puisse, encore une fois, combiner la technologie du Nord avec les bas salaires au Sud, fait que on peut exploiter les avantages comparatifs, mais ils ne sont plus associés aux nations. C'est ça qui change radicalement. Donc les avantages comparatifs se jouent maintenant au niveau des tâches, au niveau des étapes de production, et ne sont plus attachés à des pays. Voilà, donc c'est vraiment là où les choses, où la théorie des avantages comparatifs traditionnelle n'est plus pertinente pour expliquer ce qui se passe là. Pierre-Noël Giraud. Juste un mot, une seconde critique qu'on peut faire à cette théorie des avantages comparatifs, c'est qu'elle est statique. Et quand Ricardo l'a proposée en 1820, je veux dire 30 ans après, Frédéric List en Allemagne, lui, fait la théorie de la protection des industries naissantes, qui dit, si on constate au moment donné les avantages comparatifs, l'Angleterre est meilleure dans l'industrie que l'agriculture, donc elle va faire toute l'industrie et moi je vais faire toute l'agriculture, on arrive à des spécialisations qui, sur le long terme, sont appauvrissantes. C'est quand même ça, à mon avis, l'objection fondamentale au théorème. Moi, je voudrais juste rebondir un mot sur l'histoire de la concurrence entre travailleurs, puisqu'elle est au cœur de tout ce qu'on discute là. Donc, il ne faut pas se tromper quand on voit que la part des emplois, on va dire, non délocalisables a augmenté en France, et le voir comme une bonne nouvelle. Parce qu'une bonne partie de ces emplois sont des emplois à faible valeur ajoutée, donc des emplois très utiles, de service à la personne, de vieillissement de la population, mais ce n'est pas ça qui crée la richesse du pays. Donc il ne faut pas se tromper quand on voit cet effet de composition. Et en Allemagne, il y a eu énormément d'emplois, encore une fois, très faiblement payés, donc des emplois, encore une fois, utiles, mais qui ne tirent pas la richesse de l'économie. Donc, il ne faut pas se réjouir trop vite. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à qualification égale, un travailleur, un jeune qui sort d'une université ingénieur, il fait face à plus de concurrence pour son emploi qu'avant? Et là, la réponse est oui, 100% oui. Un ingénieur français aujourd'hui a plus de concurrents des ingénieurs du monde entier qu'avant. Voilà, ça c'est une réalité. Donc, à qualification, par qualification, la concurrence auquel font face les travailleurs est beaucoup plus forte. Oui. Juste Pierre-Noël Giraud, avant de passer la parole à François Lévesque, on a une question. Est-ce que cette distinction entre travailleurs nomades et sédentaires et le rapport entre les deux est une version un peu différente de la théorie du ruissellement? Oui, mais vous avez raison. La théorie du ruissellement, je le dis, c'est une théorie qui dit, qui est fondée sur
la théorie de la justice de John Rawls, et qui dit que les inégalités sont justes ou tolérables si l'enrichissement des plus riches améliore le sort des plus pauvres. Hein, voilà. Et ça se fait par éventuellement un ruissellement. C'est-à-dire que si les plus riches s'enrichissent de plus en plus, il finit toujours par ruisseler suffisamment de richesses pour que ça améliore le sort des plus pauvres. Et selon Rawls, si le sort des plus pauvres s'améliore, il n'y a rien à dire, la dynamique économique est socialement juste. Bon. Mais il n'y a pas de ruissellement entre nomades et sédentaires en ce sens-là. Mais il y a évidemment les nomades sur un territoire, 27% en France, dont je signale la moitié seulement dans l'industrie manufacturière et la moitié déjà dans les services, dont le tourisme. Hein. Ces 27%, quel est leur rapport aux sédentaires? Le rapport économique entre les deux. C'est pas le ruissellement, mais c'est clair que plus il y a de nomades dans un territoire et plus ils sont riches, plus ils commandent des biens et services sédentaires pour produire et exporter, et plus ils consomment de biens et services sédentaires sur le territoire. Donc c'est une excellente chose pour les sédentaires d'un territoire d'avoir des nomades nombreux et riches. Mais le problème, il est que pour les nomades d'un territoire, plus vos sédentaires sont pauvres, plus vous achetez les biens et services sédentaires bon marché, plus vous êtes compétitif. Eh bien, je vous invite à lire comme ça ce qui se passe en Allemagne. La création bien connue désormais de millions d'emplois très mal payés de services sédentaires en Allemagne est un des facteurs de la compétitivité des nomades allemands, qui est célèbre dans l'industrie manufacturière. Bon. Donc ça, c'est quand même fondamental, parce que vous voyez que les solidarités internes à un territoire des 30 Glorieuses, où Ford disait je paye plus mes ouvriers pour qu'ils achètent mes voitures, et où le président de General Motors disait, dans une audition au Sénat, où on lui demandait, il allait devenir secrétaire d'État, on lui demandait s'il y avait contradiction entre les intérêts de Ford et de GM, comment il allait se comporter. Il a dit, mais il n'y a pas de contradiction entre les intérêts de Ford et de GM. Cette époque est évidemment révolue. Et ça signifie qu'entre les nomades et les sédentaires d'un territoire, vous avez cette relation très ambiguë, que plus il y a de nomades et plus ils sont riches, ben mieux c'est pour les sédentaires, les écarts entre les deux se réduisent, mais moins il y a de nomades, et plus les nomades, c'est ça le lien, se déversent chez les sédentaires, parce que les 3% de nomades qui ont perdu leur travail les 15 dernières années en France, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pas forcément des chômeurs, ils sont devenus des sédentaires. Mais dans le même temps, la demande adressée aux sédentaires par les nomades diminuait. Donc vous avez comment il y a une demande qui s'adresse à vous qui diminue et qu'il y a plus de gens pour la satisfaire, devinez ce qui se passe. Soit les salaires baissent en relatif, donc les écarts s'accroîtent, soit il y a des gens qui, dans les soutes du secteur sédentaire, deviennent des hommes inutiles. Voilà. Donc il n'y a pas de ruissellement de la richesse, il y a ce rapport ambigu économique entre les deux, et il y a certainement, si vous perdez des nomades, un ruissellement des gens vers le bas. Et au fond, il y a les trappes d'inutilité. C'est pour ça qu'il faut plus de nomades, et il faut dynamiser le secteur sédentaire pour qu'il réussisse à être plus compétitif en améliorant sa qualité, ce qui permettra de gagner des parts de marché intérieures et ce qui permettra aux nomades d'être plus compétitifs. Donc tout ça est vertueux. Il y a beaucoup de choses à faire sur les 70% d'emplois aujourd'hui en France qui sont des emplois sédentaires, y compris pour favoriser la compétitivité de nos nomades. Petite question, est-ce que Ricardo avait prévu que le capital et le travail étaient mobiles? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que Ricardo, il ne raisonne pas en considérant que finalement le capital et le travail sont propres à un pays et... Pardon. Rapide, hein, la voilà, réponse. oui. Il raisonne à la fois sur le fait que le capital et le travail est immobile et que les technologies aussi ne bougent pas. Donc effectivement, on ne peut pas comprendre... Ah ouais, donc c'est has-been Ricardo, voilà. en fait. Ricardo est has-been, le principe des avantages comparatifs est très très fort au niveau des tâches et des étapes de production, et la concurrence des États vient du fait que les firmes mettent en concurrence les États et jouer sur ces avantages comparatifs. Alors, vous avez beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger tout ça, que peuvent faire les États, etc. On va y venir. Avant, 2 points. D'abord, François Lévesque, pour essayer de bien comprendre les tendances contradictoires qui semblent traverser notre monde, vous dites
en gros, on a des marchés, enfin si j'ai bien compris tout ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant, en gros, on a des marchés qui s'élargissent géographiquement, donc une concurrence qui est de plus en plus mondiale, mais en même temps des marchés qui se fragmentent. C'est-à-dire qu'en gros, si, marketingment parlant, en gros, on a des marchés qui sont quand même de plus en plus petits. J'aime bien, alors dans votre livre, vous citez l'exemple de la banane, vous dites en fait, aujourd'hui, il n'y a que la banane, qui est un produit réellement pareil dans le monde entier, sinon il n'y a quasiment plus aucun produit qui est identique sur tous les marchés. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux forces de grande transformation, c'est l'élargissement des marchés. L'élargissement des marchés, ça permet de rebondir sur ce que disait Pierre à propos des nomades. Il faut des nomades dans le territoire, mais avoir des nomades dans le territoire, c'est avoir des nomades qui travaillent pour les super firmes, qui travaillent pour les superstars. Parce que les inégalités entre entreprises s'accroissent, et s'accroissent notamment à cause de la technologie. On est dans une salle ici de théâtre ou de concert. Lorsqu'Alfred Marshall, un grand économiste anglais, écrivait sur les chanteurs d'opéra, il disait, les chanteurs d'opéra, le meilleur des chanteurs d'opéra, il n'a pas une part de marché supérieure à un chanteur d'opéra moyen. Pourquoi? Parce que eh bien, les salles d'opéra ont une taille limitée, il y a un nombre limité d'opéras, donc les grands chanteurs de l'époque, eh bien, peut-être qu'ils remplissaient un peu mieux les salles d'opéra, peut-être qu'ils avaient droit à des grandes salles d'opéra, mais leur part de marché était assez faible. Or aujourd'hui, pourquoi il y a des superstars? Il y a des superstars parce qu'un petit avantage concurrentiel peut donner un très grand avantage commercial. Et pourquoi je parle des chanteurs d'opéra? Parce que vous inventez le phonographe, vous inventez le streaming, etc. jusqu'à aujourd'hui. Et bien maintenant, Pavarotti, il a 50% du marché mondial de la musique d'opéra en récital. D'accord? Et franchement, dans la salle, qui est-ce qui, écoutant Pavarotti à l'aveugle, fera la distinction entre Pavarotti et un autre chanteur d'opéra? Donc c'est un bon exemple pour montrer comment la technologie élargit le marché de Pavarotti et fait que les superstars, ces entreprises Google, mais pas simplement dans le digital, et c'est là où il faut localiser les nomades en France, il faut des superstars, parce qu'un petit avantage concurrentiel va donner un énorme avantage commercial. Alors, côté différenciation, grande transformation de la concurrence aussi aujourd'hui, la concurrence entre les entreprises, c'est que on est dans un monde de produits hyper différenciés. Vous allez au supermarché, effectivement, à part les bananes, et encore pour des raisons réglementaires en France, vous avez un type de banane, mais vous voulez acheter de l'alimentation pour chat, vous voulez acheter des croquettes pour votre chien, vous voulez acheter des céréales pour petit déjeuner, vous voulez acheter du vin, mais vous avez des... Bon. Et l'hyper-différenciation, à chaque fois, les produits différenciés, on va faire un peu d'économie, de théorie, ça a réduit la substituabilité entre les produits. Et à partir du moment où ça a réduit la substituabilité entre les produits, eh bien, ça a réduit l'intensité de la concurrence. Et donc, il y a de plus en plus de micro-monopoles grâce à cette hyper-différenciation. Il y a plein de jeux de construction avec briques qui ne s'appellent pas Lego, mais n'empêche que les parents, ils achètent du Lego pour leurs enfants. Et donc ça, c'est aussi cette très grande hyper-différenciation. Je parlais des skis. Bon, vous êtes dans la région, si vous voulez aller skier, allez acheter des skis. Vous ne voyez pas une paire de skis pareil, quoi. Et quand vous êtes en station de ski, personne n'a les mêmes skis aux pieds. Donc la différenciation qui limite la substituabilité, elle réduit la concurrence et on est dans un monde d'hyper-différenciation. Alors, qu'est-ce que ça change la nouvelle économie, la digitalisation, l'économie des plateformes, l'émergence des GAFA, qu'est-ce que ça change dans les règles du jeu de la concurrence? Comment vous voyez finalement se dessiner cette nouvelle compétition, j'ai envie de dire? Bah, le trait régulier, c'est pas tant le winner take all, mais les winners take most. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une économie d'oligopole où on a quelques leaders. Si vous prenez, on parle beaucoup d'Uber, il y a évidemment, là, ce qui est absolument génial dans le cas des VTC, c'est qu'on a des marchés locaux. Et on a maintenant des firmes globales qui se globalisent sur des marchés locaux. C'est-à-dire que Uber, on aurait pu se dire, dans le monde d'avant, eh bien, ils s'installent à San Francisco, et puis après ils font New York, et après Philadelphie, et donc ils vont progressivement
dominer le marché américain. Et puis après le marché américain, ils vont aller voir ailleurs. Pas du tout. Hein. Ils ont une vision, alors que les marchés sont locaux, parce qu'il n'y a évidemment pas de concurrence entre un taxi parisien et un taxi à Londres. Hein. Eh bien, c'est une vision globale dès le départ. Donc les plateformes sur Uber ou sur le VTC, vous aurez sans doute par grande métropole à chaque fois 2 ou 3 plateformes. Vous n'aurez pas un winner take all. C'est pas Google, c'est pas Amazon ou c'est pas plutôt Microsoft. Donc on est plutôt dans un monde de concurrence avec un petit nombre d'oligopoles. Et ce qui se dessine quand même, c'est à mes yeux, c'est une concurrence très forte entre les GAFA et les entreprises japonaises, c'est-à-dire entre les Google et entre les Amazon et les Alibaba, entre les Tencent chinoises et les entre les Chinois, pardon. Et donc ça c'est quelque chose qui va prendre de l'importance dans les années à venir, et donc des batailles entre géants pour la conquête de la planète. Ouais, mais alors tout ça, c'est... Alors après, Pierre-Noël Giraud, Flora Bellone, tout ça c'est bien gentil, mais nous on fait quoi? C'est-à-dire qu'en gros c'est des économies. Qu'est-ce que ça crée comme emploi finalement chez nous? Alors vous allez me dire si, pour les chauffeurs Uber, mais enfin, est-ce que Uber c'est pas simplement un modèle basé sur le fait qu'on profite finalement de failles ou de manques fiscaux, réglementaires, ou bien le fait que les législations fiscales, réglementaires ne soient pas adaptées? Est-ce que la vraie innovation est-ce que c'est une vraie innovation Uber finalement, contrairement à Amazon? Est-ce qu'on peut se dire ça? Mais globalement, sur cette idée de concurrence, qu'est-ce qui va nous arriver si on fait rien, hein, parce qu'après on va passer à toute la partie, parce qu'il y a encore une fois énormément de questions sur le sujet. Concrètement, si on projette les tendances, qu'on voit ces GAFA se généraliser, se multiplier, l'économie de plateforme devenir finalement une espèce de le nerf de la guerre, qu'est-ce qui se passe? Ça change quoi aux règles du jeu, Pierre-Noël Giraud? Je voudrais approfondir un peu la question de savoir pourquoi il y a des monopoles en ce moment à l'ère numérique. Et est-ce que les monopoles numériques, c'est la même chose que, par exemple, le monopole aéronautique, ou le duopole Boeing-Airbus? Eh bien non, c'est pas du tout la même chose. Parce que le monopole qui est fondé sur les économies d'échelle dans la production, c'est-à-dire sur le fait que plus vous êtes un gros producteur en millions d'unités ou en centaines de milliers d'unités par an, plus vos coûts unitaires baissent. Ça a été jusqu'à récemment la cause principale de l'existence de monopoles. Hein. Si vous voulez, faisons simple, hein, si vous avez un marché automobile d'1 million de voitures par an, si la taille minimum pour une usine d'assemblage, c'est 500 000 voitures par an, il y a place pour 2 usines d'assemblage sur ce territoire. Sinon, s'il y en a 3, elles seront plus chères. Bon. Ça, c'est une des raisons, je veux dire, depuis le début de l'économie, une des raisons du monopole, les économies d'échelle. Plus on est gros, moins on est cher. Mais la raison du monopole de Facebook ou de Google n'est pas du tout celle-là. La raison du monopole de Google et de Facebook, c'est que, prenez le téléphone. S'il n'y a qu'une seule ligne de téléphone entre vous et de votre belle-mère, et qu'en plus vous n'aimez pas votre belle-mère, le téléphone n'a aucune utilité. Le téléphone n'est utile que parce qu'il y a un grand nombre d'abonnés au téléphone. La raison du monopole de Google et de Facebook, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui l'utilisent. Plus il y a de gens qui utilisent Google, plus normalement son moteur de recherche... Et il y a un intérêt à ce qu'on utilise tous la même norme, en fait. Voilà. Donc c'est le monopole qui est lié à l'utilité pour les clients du fait qu'il y ait un très très grand nombre d'autres utilisateurs. Et ça, c'est pas du tout pareil. C'est pour ça que moi j'aime pas l'expression GAFA, parce que dans l'expression GAFA, vous avez Google, ok, c'est économie de réseau. Plus il y a de clients, mieux c'est. Amazon, pas ça du tout. Économie d'échelle dans la chaîne logistique. Les fameux magasins Amazon, etc. Facebook, c'est comme Google. Et Apple, c'est plus ça encore. C'est pas ni dans la production, c'est plutôt la construction d'une image de marque, etc. Donc, les raisons du monopole, je voulais insister là-dessus, avec le numérique, deviennent assez complexes. Il faut bien les distinguer, à mon sens, y compris pour se demander qu'est-ce que pourrait être une réglementation de ces monopoles. Oui, juste 2 remarques complémentaires. La première, si l'économie industrielle, donc la microéconomie qui s'intéresse aux entreprises et à la concurrence,
a produit des choses nouvelles depuis 25 ans, c'est justement dans les modèles expliquant ces marchés des plateformes. Et donc là, pour ceux qui font de l'économie, qui aiment la modélisation... On appelle les marchés bifaces. Voilà, les marchés bifaces. Qu'est-ce que je fais payer à droite ou à gauche? Est-ce que je vends mon journal plutôt à l'unité, toutes mes recettes à l'unité, enfin à la vente ou avec la publicité? Donc là, il y a des très belles choses et nouvelles en économie de la concurrence. C'est ma première remarque. Là, on peut citer le Evans Schmalensky, oui, par exemple, qui est chez Odile Jacob aussi. Qui est aussi chez Odile Jacob. Je crois sur cette économie des plateformes, c'est vraiment... Voilà. La deuxième chose, c'est que ce qui me frappe, mais là c'est vraiment une impression, ce qui me frappe, c'est que les très grandes entreprises, les Californiens, mais aussi les Chinoises, les Californiennes et les Chinoises, maintenant il y a des économies d'échelle en R&D. C'est ça qui, il me semble, est en train de se dessiner. C'est-à-dire que ça soit en intelligence artificielle, que ça soit dans le véhicule électrique et autonome, c'est que eh bien, ceux qui sont partis et qui investissent des sommes considérables dans la recherche, il y a les économies d'échelle, elles jouent dans la recherche. Alors évidemment, il y a des petites startups qui peuvent trouver des petits bouts en intelligence artificielle, mais de toute façon, elles se feront racheter par les grands. Donc si on est peut-être aujourd'hui à ce moment où il y a des économies d'échelle dans la R&D et dans l'innovation, et à ce moment-là, rattraper ceux qui sont partis avec des investissements. Amazon, c'est le plus grand investisseur aujourd'hui aux États-Unis en matière de R&D. Flora Bellam. Oh, très bien. Donc pour répondre à la question qui est qu'est-ce que change quel monde ça nous fabrique? Quel monde ça nous fabrique? Donc, premièrement, ça je l'ai déjà dit, ça change radicalement les flux de commerce, on a vu par la baisse de ses coûts. Maintenant, Uber, sur l'exemple de Uber, ces entreprises, est-ce qu'Uber c'est bien? Ben, oui, c'est très bien Uber pour les consommateurs. Combien de monde ne prendrait jamais de taxi, combien dans cette salle n'aurait pas pris un taxi avant et le prend maintenant parce qu'il y a Uber? Donc Uber, ça rend un service aux consommateurs. Sauf que la vertu de Uber, ça a été surtout de pousser les compagnies de taxi à s'améliorer et que maintenant Uber n'est pas meilleur qu'une compagnie de taxi. Oh, Uber est très réactif, en tous les cas c'est très facile de prendre un taxi Uber, c'est vraiment très facile, c'est un vrai service qui est apporté aux consommateurs. Le problème c'est que les conditions de travail chez Uber sont très problématiques. Oui, mais parce que ça ne prospère que sur justement ce moins-disant social. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas que là l'innovation? Est-ce qu'il ne faut pas distinguer dans toutes ces innovations l'innovation qui est en fait juste une innovation de moins-disant social et qui encore une fois ne prospère que sur des failles fiscales, réglementaires, juridiques, ou bien est-ce qu'il ne faut pas distinguer ça des véritables... En gros, est-ce que Amazon c'est pas quand même véritablement une vraie révolution? Est-ce que Uber c'est pas juste une façon de profiter des failles, encore une fois, de législation réglementaire, fiscale, etc. Le principe du service aux consommateurs, de la rapidité avec laquelle on peut avoir un taxi, ça c'est un vrai plus pour le consommateur. Maintenant, est-ce que c'est du domaine de la révolution que fait Amazon dans le commerce électronique? Ça c'est autre chose. Je sais pas. En tous les cas, sur le côté de la concurrence qui va s'exercer entre ces entreprises globales au niveau mondial, sur la future guerre qu'il va y avoir entre Google, Amazon par exemple et Alibaba en Chine. Ça c'est très important parce que cette concurrence va être féroce. Donc là, elle est en train de se... Enfin, elle n'a pas encore lieu, mais elle va être féroce. Et là, les États, donc ça m'amène sur la dernière... Ouais, mais on a la question, qu'est-ce que peuvent faire les États? Voilà. Que le travail des États est très compliqué. Voilà, il faut quand même leur concéder ça, que faire aujourd'hui une politique de compétitivité pour un pays comme la France, réfléchir à... C'est très, très compliqué. Donc, première chose, les intérêts sont très divergents. Donc, par exemple, ce qu'on va voir réapparaître, qui est peut-être une bonne chose, mais qui est très dangereuse à mettre en œuvre, c'est une sorte de soutien aux entreprises, aux grands champions nationaux. On en parlait dans la table ronde précédente. On se dit, oui, il faut que l'Europe arrive à faire émerger un Google, un Amazon, enfin un GAFA. C'est pas possible qu'on reste dans ce secteur stratégique avec Amazon d'un côté, Alibaba de l'autre, et en Europe, personne. Donc, mais c'est le genre de pratique qui est très dangereuse, où
la politique industrielle, on va soutenir, on va subventionner des entreprises, peut être captée par les Sauf que Flora Mellon, on a une question qui est quand même de dire est-ce que la politique de concurrence européenne s'est pas trompée de combat? C'est-à-dire qu'en voulant être dogmatique sur le respect de la concurrence, est-ce qu'on n'a pas au contraire fragilisé les champions européens? En gros, est-ce qu'on n'a pas bâti une Europe dont on nous disait que ce serait une Europe de partenaires, alors qu'en fait c'était surtout une Europe de concurrents? Non, là vraiment, moi je suis catégorique. La réponse est non. C'est-à-dire que si vous regardez très pratiquement, très concrètement, les décisions en matière de droit de la concurrence, eh bien, vous avez eu à peu près 6000 notifications auprès de la Commission de Bruxelles de fusion, de concentration entre entreprises, et vous avez moins de 20 cas qui ont été interdits. Donc si vous voulez, le contrôle des concentrations n'est pas empêché par le droit de la concurrence. Il y a très peu d'entreprises qui sont empêchées de fusionner avec une autre à cause de cela. Les abus de position dominante, on en est toujours... la Commission rame toujours pour condamner Google. Il y a eu Microsoft, mais il y a un très petit nombre de cas. Donc le droit de la concurrence, très franchement, il joue un rôle absolument négligeable sur la question de pourquoi il n'y a pas de champion industriel européen. C'est vraiment d'autres raisons qui doivent être trouvées que les bâtons mis par la Commission de Bruxelles et la DG Comp à l'émergence de champions européens. Ça, c'est vraiment un cliché fantaisiste. Est-ce qu'on peut envisager un démantèlement des GAFA? Alors, pas tous, mais Google, par exemple, comme on a démantelé les monopoles du pétrole, les monopoles de la téléphonie aux États-Unis au cours des décennies passées. On peut l'envisager, mais pour répondre à la question, on peut l'envisager, c'est plutôt compliqué, plutôt rare, juridiquement compliqué, je veux dire. Et en tout cas, pour répondre à la question, il me semble que politique industrielle, c'est plus important que la politique de la concurrence par rapport aux questions qu'on est en train de se poser. Et les politiques industrielles, les économistes ne sont pas, et la théorie économique n'est pas, sauf quelques Zoulous et ayatollahs, n'est pas contre les politiques industrielles. Donc il faut des politiques industrielles. Alors dans le détail, je ne sais pas, Pierre a sans doute des idées, mais en tout cas des politiques industrielles intelligentes. Et deux, c'est l'éducation. Ah, mais alors attendez. Deux, c'est l'éducation, c'est de former des talents, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qualifiés. Alors on va repasser la patate chaude à, je sais pas, Pierre, parce que vous dites qu'il faut des politiques intelligentes. Alors c'est vraiment le mot industrie. Oui, d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi des politiques industrielles intelligentes? Mais écoutez. Premièrement, pour répondre directement à votre question, Emmanuel, la situation de Google aujourd'hui n'est pas celle de la Standard Oil de Rockefeller en 1911. La Standard Oil, c'était un trust, une forme particulière, et il n'y avait aucune économie d'échelle dans le raffinage de pétrole qui justifiait qu'il n'y ait qu'une seule entreprise qui ait la main sur le raffinage de pétrole aux États-Unis. Si vous forcez Google, qu'est-ce que ça veut dire en plus forcer Google à être démantelé? Mais attendez, Google, les gens qui utilisent Google le font de leur propre initiative et gratuitement. C'est un marché biface. Google ne fait pas payer le consommateur et Facebook non plus. Pourquoi? Ça se comprend immédiatement. Comme leur objectif est d'en avoir le plus possible, le meilleur moyen d'avoir le plus possible de clients, c'est de leur donner quelque chose de gratuit et de le faire payer par ailleurs. Donc on ne pourra pas démanteler Google. On ne va pas mettre quelqu'un derrière chaque ordinateur en disant tu ne vas pas sur Google mon vieux, tu vas aller sur le Google européen. Je ne comprends pas comment on peut imaginer ce genre de choses. Bon. Alors que faire? Eh bien, les Chinois, ils n'ont pas le choix, Pierre Noël. Mais les Chinois font ça. Et j'ai dit que dans certains domaines, nous devrions nous servir du fait que nous avons toujours le premier marché mondial pour dire aux gens, ce marché vous est ouvert, bienvenue à vos investissements pour produire chez nous. Mais c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi est-ce que les GAFA sont aux États-Unis? Alors, commençons par le début. Pourquoi est-ce que les GAFA sont aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'ils rachètent toutes nos startups du sentier? Mais parce que les universités américaines attirent tous les meilleurs étudiants en numérique du monde entier. 75% des étudiants dans la Silicon Valley ne sont pas américains. Commençons par là. Ensuite, disons aux GAFA, bon, notre territoire est attractif, y compris pour vous, venez y mettre des emplois. Mais ce sera toujours une firme
dont le siège sera quelque part en Californie, mais ce sera une firme globale. Ce qu'il faut attirer, ce n'est pas les entreprises. Il ne faut pas faire à tout prix des champions nationaux ou des champions européens. De toute façon, nationaux, ça n'a plus aucun sens, c'est européen. Il faut attirer les emplois des entreprises qui existent déjà. Et ensuite, ce sont des monopoles naturels, ça restera des monopoles, sauf si l'État leur interdit quasiment d'agir et dit « allez chez moi, c'est Alibaba, c'est pas Google ». Bon, d'accord. Ça restera des monopoles. Il faut peut-être les réglementer. Mais là, je passe la parole aux spécialistes. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils n'abusent pas de leur position dominante. Mais attention, c'est des gens qui offrent des services gratuits. Alors, c'est quoi l'abus dans ces cas-là? C'est tout le problème des données, l'abus, c'est tous les gens de qui la payent sécurité des pour données, être référencés sur c'est Google. le fait qu'ils nous influencent dans nos votes éventuellement. C'est toute une série de questions un peu nouvelles qui ne portent pas sur le prix auquel ils vendent. Et ils ne s'entendent pas sur le prix, ces gens-là. C'est pas ça l'enjeu. Donc, il faut repérer les enjeux de réglementation. Donc, attirer les investissements et réglementer au plan global. Alors, il y a beaucoup de questions autour des conséquences quand même sur conséquences sociales, conséquences sur l'emploi, de cette intense concurrence, de la mondialisation. Alors, vous allez tous me donner votre avis sur le sujet, parce que grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la mondialisation qu'il faut freiner? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut finalement peut-être ériger des barrières protectionnistes? Ou bien, est-ce qu'au contraire, on ne peut rien faire contre ça, et donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt agir sur tout ce qui est redistribution chez nous? Vous allez me répondre tous les trois sur ce sujet-là. D'accord. Flora Bellone. Ok. Alors, de toute évidence, les politiques de redistribution vont rester centrales et on a absolument besoin, dans cette nouvelle mondialisation, d'avoir un État-providence fort. Donc ça, c'est quelque chose qui est débattu. Oui, parce que derrière, il y a la hausse du populisme, etc. Parce que voilà, on a absolument besoin de pouvoir compenser les perdants beaucoup mieux qu'on ne les a compensés jusque-là. Voilà, surtout sur les 30 dernières années où ils ont été beaucoup plus frappés. Donc les territoires qui perdent complètement des pans entiers de leur industrie, parce que ces perdants, ils sont souvent très concentrés géographiquement, ce qui inclut aussi la nouvelle économie de ce point de vue-là. C'est le fait que ces industries, ou ces firmes ont besoin d'être très concentrées, comme dans la Silicon Valley, pour échanger énormément d'informations. Elles se fondent sur des écosystèmes de ces petites startups, de ces grandes entreprises, et ces écosystèmes, ils sont localisés. Ils sont à la Silicon Valley pour le moment, et peut-être ailleurs, on peut essayer de créer ça, mais la concurrence se fait de ce type-là. Donc il faut absolument que, en tous les cas, la politique de redistribution et l'État-providence ait protégé les perdants de la mondialisation, ça doit être renforcé, absolument. Enfin, vu le devenir, vu ce qui nous attend encore en termes de concurrence. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un revenu universel? Alors, ça peut être, ce sont des voies qui sont aujourd'hui discutées de manière très sérieuse par les économistes, par les prix Nobel qui s'accordent. Ce sont, oui, on peut penser à des solutions de protection, d'assurance du travailleur, parce que l'emploi, lui, le service, ça va bouger, et effectivement, il n'y a aucune... c'est illusoire de penser, ce serait contre-productif de vouloir essayer de rebloquer ou de relocaliser, parce que, par exemple, un tout petit exemple, si on remontait les tarifs actuellement sur certains secteurs industriels traditionnels dans l'espoir de relocaliser, les différences de salaire actuelles ne feraient que l'inverse, c'est-à-dire que les industries partiraient encore plus et encore plus vite parce que les marchés auxquels elles vont s'adresser, le grand marché chinois qui maintenant consomme, sont plus loin. Donc ça partirait encore plus vite. Ce qui nous reste d'industrie, si on remonte les barrières, part encore plus vite, et la compétitivité des petites entreprises qui produisent pour l'extérieur ou qui utilisent des composants pour réexporter serait perdue. Donc la remontée des mesures protectionnisme classiques, ça fait partir l'industrie encore plus vite. Donc ça, c'est pas possible. Il faut s'adapter, il faut être prêt à changer de métier très souvent. Donc l'éducation est très importante par rapport à ça. Un métier qui est
compétitif dans un pays peut ne plus l'être demain si on peut faire aussi bien et moins cher ailleurs. Donc il faut pouvoir s'adapter, il faut protéger les travailleurs où ils sont, beaucoup, parce qu'ils vont ils vont perdre leur emploi, en retrouver. Et ensuite la question c'est comment on soutient, comment les États vont participer à cette concurrence qui se fait au niveau mondial entre ces grandes entreprises. Ça, c'est très compliqué. Est-ce que les États doivent effectivement réintervenir, encore une fois, soutenir? Là, on a des tentatives de soutenir, par exemple, une entreprise qui est proche de Nice, Quant, qui est le concurrent européen, possiblement de Google. Est-ce que c'est vain? Est-ce que c'est de l'argent mis en l'air ou pas? Je ne sais pas. François Lévesque. Moi, j'hésite à répondre à la question parce que je suis nul sur cette question-là. Je suis nul parce que... répondez pas alors. Non, mais j'ai quand même une remarque. J'ai d'autres questions. Hein. Non, mais j'ai une remarque. Pourquoi? Non, mais parce que les économistes, il y a des économistes qui s'intéressent aux politiques publiques, aux effets des politiques publiques, aux meilleures politiques publiques, et qui sont normatifs de ce point de vue-là. Et c'est très beau, l'économie publique, et je crois un peu comprendre la concurrence entre les entreprises, mais en termes de politique publique. En revanche, quand même, ce que je voulais dire avec mon prisme, qui est la concurrence entre les entreprises, c'est que quels sont les effets de la concurrence en termes social. Vous avez des entreprises qui disparaissent et des entreprises qui naissent, d'accord? Donc il y a des entreprises qui disparaissent parce qu'elles sont moins efficaces, parce que la demande a chuté, et vous avez des entreprises qui naissent parce qu'elles ont trouvé des nouveaux produits, parce qu'elles sont plus efficaces, parce qu'elles bénéficient d'économies d'échelle, etc. Et donc sur votre territoire, il faut faire en sorte que, évidemment, de faire en sorte de compenser les gens qui sont licenciés parce qu'il y a des entreprises qui disparaissent, qui sortent du marché, qui font faillite, et de faire en sorte de donner les meilleures conditions à des entreprises qui naissent, qui se développent, qui sont plus efficaces, et qui sont les nouvelles entreprises. Je pense que c'est... Alors, et effectivement, je suis d'accord avec Pierre, on s'en fout que cette entreprise ait un drapeau français ou un drapeau chinois. Ce qui est important, c'est de localiser des entreprises ou de faire en sorte d'émerger des entreprises et des installations en France qui vont être des superstars, qui vont être des entreprises qui vont se développer, sachant que la concurrence fait qu'il y a des entreprises. Il y a des perdants de la concurrence parmi les entreprises et il y a des gagnants de la concurrence parmi les entreprises. Alors, Pierre-Noël Giraud, on a beaucoup parlé de la concurrence entre pays, entre zones géographiques, entre les Français et les Chinois, mais est-ce que demain, le concurrent de notre travailleur français, c'est pas l'intelligence artificielle, le robot? Comment vous vous situez tous les trois, finalement, dans ce débat sur est-ce que la robotisation et l'intelligence artificielle vont tuer X% de nos emplois? Est-ce que ça va en tuer beaucoup, pas beaucoup? En gros, si on regarde aujourd'hui tout ce qui se dit, ça va entre 50% et 10%. Quoi. Alors, je ne réponds pas à la question précédente. Alors. Ah un petit mot, et du coup, on répondrait direct à celle-là. Bon. En Europe, en tout cas, aux États-Unis, en fin de compte, malgré les apparences, les pays sont toujours gouvernés au centre. Bon. C'est quoi la politique centriste aujourd'hui? C'est le social-libéralisme. C'est-à-dire libéralisme, mais avec un volet social. Bon. Avec les globalisations, dans l'aspect libéral dit j'accepte globalement la globalisation. Enfin, j'accepte dans les grandes lignes la globalisation. Et le côté social, c'est je traite les conséquences éventuelles que ça peut avoir. Moi, ma thèse, elle est très simple. Si on veut avoir une certaine autonomie sur le volet social, parce qu'il n'y a aucune raison qu'en Europe, il y ait la même tolérance aux inégalités qu'aux États-Unis ou en Inde. Bon. Donc je pense que la tolérance aux inégalités, c'est quelque chose de profondément culturel et ce n'est pas la même chose aux États-Unis. Il est parfaitement légitime, par conséquent, que les États-Unis, l'Europe, la Chine veuillent avoir les moyens de définir et de construire le volet social, tout en acceptant la libéralisation. Mais pour ce faire, il faut quand même mettre quelques grains de sel dans la libéralisation. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous êtes en concurrence frontale, fiscale, sur toute une série de domaines, et vous ne pouvez pas. Donc, pour faire court, je pense quelques grains de sel dans la libre circulation des capitaux et éventuellement des marchandises, mais pas sous la forme du protectionnisme, nous sommes tous d'accord là-dessus, sous la forme d'un mercantilisme stratégique.
Et c'est ça qui nous donnera les marges de manœuvre pour chacun régler la dimension sociale. Avec, bon, les idées générales sont bien connues. Il faut pas protéger le travail, il faut protéger le travailleur, il faut mettre en place la possibilité pour chacun de se former tout au long de sa vie et de changer de statut, de métier, etc. Bon, en fin de compte, c'est le programme Macron. Il a fait le côté libéral, on l'attend sur le côté social, on va voir. Bon. Alors maintenant, sur le numérique, je suis de ceux... Voilà. Quand j'entends dire, la pointe du numérique, c'est l'intelligence artificielle. Hein. J'entends dire, un ordinateur a battu Kasparov, ou récemment, un ordinateur a battu... meilleur joueur de Go. Meilleur joueur de Go. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une équipe de programmeurs qui a battu Kasparov et une autre équipe de programmeurs qui a battu le joueur de Go. Pourquoi? Parce que Kasparov, lui... Mettons que Kasparov, ce soit un tailleur d'outils et un chasseur-cueilleur. Bon. Ben, Kasparov, il taille ses outils avec ses dents, et puis il y a un mec à côté qui invente un silex et qui taille les outils avec un silex. Ben, évidemment, le second va battre Kasparov. Donc, quand vous avez un outil qui est un ordinateur et que vous mettez de l'intelligence humaine avec cet outil, vous battez l'intelligence humaine qui n'a pas d'outil. Les robots, les programmes les plus sophistiqués d'intelligence artificielle le sont aujourd'hui, le reste c'est de la science-fiction, que des compléments du travail humain et des compétences humaines. Rien d'autre, c'est des outils. C'est pour ça que quand j'ai vu Benoît Hamon, dont on peut discuter avec intérêt son projet de revenu universel, s'est mis à dire qu'il fallait taxer les robots, je me dis, mais attendez, alors là, si le PS en est là, il va mieux tirer l'échelle, là. On a 3 fois moins de robots en France qu'en Allemagne, et on va les taxer. Non, mais... bon. Donc le robot, pour moi, et l'intelligence artificielle, ça transforme, non pas 10, 15, ça va transformer toutes les tâches, mais ça ne va en supprimer en net aucune. Voilà. Oui, mais il me semble, mais à ma connaissance, vous connaissez ce terme de la destruction créatrice, donc Schumpeter, grand économiste, et donc ces vagues d'innovation qui détruisent en fait des pans entiers d'activités économiques précédentes. À ma connaissance, il n'y a pas de raison économique, il n'y a pas de théorie économique, il n'y a pas d'argument économique théorique qui conduirait à penser que ces vagues d'innovation, elles vont créer plus d'emplois qu'elles n'en détruisent. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fondamentaux qui expliqueraient que les innovations de demain elles vont créer des nouveaux emplois, on le sait, elles vont détruire des emplois anciens, on le sait, mais il n'y a pas de raison que qu'il y ait un gain net positif. Non, mais la question, on ne le sait pas. Est-ce que donc il est possible que l'intelligence artificielle... Est-ce que le déversement qui a marché quand on a mécanisé les campagnes, qu'on a été dans les usines, puis quand on a robotisé les usines, on est allé dans les bureaux. L'idée, c'est, voilà, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que ça encore, ça va marcher? Ou bien est-ce que cette fois-ci, c'est différent? C'est ça. Flora Bellone. Oui. Alors, il n'y a aucune loi universelle de physique, et même la physique peut être mise en cause en économie, donc on pourrait effectivement, aujourd'hui, avoir un progrès technique qui tue l'emploi, même s'il ne l'a pas fait jusque-là. Donc, je pense que c'est bien posé. Donc là, la question, c'est où ça se joue. Donc ça se joue pas cette fois au niveau des qualifications, ça se joue au niveau des tâches. Il y a des tâches qui sont routinisables et qui peuvent être donc ne plus être effectuées par des humains, mais peuvent être effectuées par des machines. Et il y a des tâches qui ne sont pas routinisables. C'est simplement ça. Donc parmi les tâches routinisables, on a eu tout le travail de saisie, tout ce travail qui peut être fait maintenant par des ordinateurs. Il se trouve que les tâches qui deviennent routinisables maintenant sont des tâches beaucoup plus évoluées. Peuvent être du travail, peuvent être du travail du juge, ou des avocats qui vont chercher dans des bases de données incroyables pour prendre la bonne décision. Donc, pour une large part, la machine est complémentaire avec l'intelligence humaine, mais néanmoins, les gens qui travaillent en intelligence artificielle montrent qu'il y a tout à fait une dynamique aussi de remplacement de l'homme par la machine. Donc des tâches qui est effectuées. Et ça, c'est pas du tout évident qu'on n'arrive pas à imaginer complètement comment ces emplois peuvent être remplacés par des emplois qui n'existent pas encore. Donc il y a un vrai questionnement sur ça. Moi, donc c'est vrai que la question est ouverte.
Et que donc les travailleurs font face, dans un pays comme la France, à cette double, on va dire, difficulté. Le fait que leurs tâches, beaucoup d'emplois vont disparaître, remplacés par des machines, encore, et que ces emplois vont toucher des emplois de service qui n'étaient pas touchés avant, et des emplois qualifiés qui n'étaient pas touchés avant. Et d'un autre côté, il y a les emplois qui se délocalisent donc dans les pays émergents. Donc il y a quand même cette double tendance. Juste sur les aspects de mondialisation que je connais un peu mieux, ce dont je parlais dans la table ronde précédente, c'est qu'il y a une dimension de ce travail virtuel qui peut être importante. C'est tout ce qui est robotique, qu'on opère des machines à distance. Tout ce qui est télétravail, c'est-à-dire qu'on puisse aller faire des conférences et rencontrer des gens en personnel ou des meetings d'entreprise à distance. Ça ne marche pas encore bien. On a besoin de se déplacer, on a besoin de contact, et c'est ce qui crée encore une certaine localisation. Voilà. Lorsque ces deux contraintes seront desserrées, si elles le sont, lorsqu'on peut vraiment opérer des robots à distance et lorsqu'on peut vraiment se déplacer virtuellement, la concurrence internationale entre les travailleurs et pour les emplois va être encore plus forte. Alors, il nous reste 10 minutes, on va répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Tiens, une question sur les monnaies. Est-ce que les monnaies locales sont des concurrents aux monnaies banque centrale? Et puis dites-nous un mot sur le Bitcoin aussi. Est-ce que c'est un concurrent des monnaies actuelles? Moi, je comprends rien au Bitcoin, alors quelqu'un, non? Alors, sur le Bitcoin, non, parce que... Alors, les petites monnaies. Alors, les petites monnaies sont très intéressantes parce que ce sont effectivement un des moyens de relocaliser certaines activités et d'être en accord avec certaines demandes que l'on a, nous, en tant que consommateurs, on a envie d'avoir plus de liens sociaux dans beaucoup de nos consommations. Et on est tiraillé entre ce dont on profite des effets de la mondialisation. On est content d'aller acheter chez Decathlon, mais on aime aussi continuer à profiter de notre centre-ville, de nos petits commerces. Et ces deux mondes sont en train de se tirailler, et les monnaies locales pourraient être une solution à ça, c'est-à-dire pourraient être une manière d'aller dans le sens de ce que veut le consommateur, c'est-à-dire pouvoir, à un moment donné, avoir une solidarité qui s'exprime localement, beaucoup plus localement, entre les producteurs et les consommateurs locaux. François Lévesque, quel est le pouvoir du consommateur aujourd'hui entre l'expertise qu'il a avec la capacité de comparer, d'analyser les prix? Est-ce que les class action, par exemple, lui redonnent du pouvoir? Est-ce qu'en gros, le consommateur, il est plus puissant, moins captif aujourd'hui qu'il ne l'a été au cours des décennies précédentes? Il est beaucoup plus comblé, c'est-à-dire qu'il est en situation d'hyper-choix de différents produits. On parlait d'hyper-différenciation tout à l'heure. Si vous aimez au petit déjeuner des céréales plutôt sucrées, qui croquent, qui n'ont pas de gluten, vous allez trouver votre céréale préférée. Donc ça, c'est évidemment favorable aux consommateurs. D'un autre côté, il y a de plus en plus de situations dans lesquelles le consommateur est verrouillé, plutôt que prisonnier et verrouillé, c'est-à-dire que vous avez des habitudes, vous utilisez le moteur Google plutôt qu'un autre, vous utilisez les services d'Amazon et à chaque fois vous obtenez un meilleur service parce que en fait celui qui vous sert connaît mieux vos goûts et c'est mieux quel livre vous préférez et c'est mieux quel produit vous préférez, et donc vous n'allez pas changer de fournisseur ou changer de plateforme aussi facilement, et là vous devenez de plus en plus captif. Et l'interrogation que j'ai pour demain, c'est, on parle beaucoup maintenant des petites machines qui seront chez vous et qui répondront à la voix, et donc ça commence à exister. Ok, donc, Google. Quoi? Ok Google. Voilà, ok Google. Et donc là, il y a une différence entre un moteur de recherche où sur écran, vous voyez, vous restez sur la première page, mais au moins vous avez 10 lignes, quoi. Si vous cherchez Hôtel Florence, vous avez 4 publicités et puis ensuite 10 liens différents. Quand vous allez commander à la voix, vous allez demander je cherche un hôtel à Florence, bonjour, qu'est-ce que tu peux me recommander? Et là, vous allez avoir une réponse, 2 réponses. Et donc là, votre choix va être beaucoup plus aiguillé, parce qu'avec la voix, vous n'allez pas prendre le temps d'écouter 10 réponses possibles d'hôtel à Florence. Et donc là, je pense que le verrouillage va être encore plus fort et on est dans une situation où les choix vont pouvoir se réduire.
Pierre-Noël Giraud, autre question. Est-ce qu'on peut concilier un système de redistribution riche et performant avec la compétitivité du pays, ou bien est-ce que forcément il y a une contradiction entre les deux? Oui, il peut y avoir une contradiction. Il peut y avoir une contradiction entre les deux. Mais d'ailleurs, moi, je ne crois pas beaucoup à la redistribution pure et simple pour lutter contre les inégalités. Parce que la redistribution, c'est difficile politiquement à mettre en œuvre. Moi, je crois beaucoup plus à la possibilité d'agir sur les racines plus profondes des inégalités. Que de laisser le marché faire et puis ensuite de prendre à ceux qui gagnent pour donner à ceux qui... Ça, c'est un argument de livre de théorie économique. Là. Quand vous avez une amélioration paretienne, c'est-à-dire vous avez fait quelque chose qui fait que certains gagnent beaucoup et d'autres pas, ben il suffit de compenser. Mais en pratique, on ne le fait jamais. Donc premier point, les systèmes de redistribution... Oui, il faut une indemnisation du chômage, il faut évidemment qu'il y ait des retraites, il faut qu'on puisse payer les études des enfants et des étudiants, mais bon, ensuite, il vaut mieux agir sur le fait qu'il y ait des inégalités sur le marché du travail qui se forment, plutôt que d'essayer de les compenser, agir là-dessus, par la formation, par toute une série de choses dont on a parlé. Est-ce que je peux dire un mot quand même sur ce qui précède la machine, le robot et l'emploi, très rapidement? Heureusement que la robotisation détruit des emplois en net, parce que c'est pour ça qu'on l'a fait. Je veux dire, quand on remplace un homme qui fait un travail très répétitif par un robot qui fait son travail, un concepteur du robot et un technicien qui est là pour la maintenance du robot, eh bien, on économise du travail, sinon on ne le ferait pas. Bon. Mais c'est pas ça le fond de la question, c'est que si on économise du travail, le prix va baisser. Si le prix baisse, le pouvoir d'achat des gens augmente, et au lieu d'acheter le bien en question, ils vont en acheter toujours, mais moins, ils vont acheter du tourisme, des soins de santé, etc. Et c'est ça le mécanisme fondamental. Heureusement, le robot détruit, et plus il en détruit, mieux ça vaut. Est-ce que l'environnement est plus ou moins favorable aux PME aujourd'hui ou pas? L'environnement concurrentiel aujourd'hui, il est plus ou moins favorable aux PME? Est-ce qu'elles sont plus à l'aise? Est-ce qu'aujourd'hui, du fait que l'agilité est une qualité peut-être plus importante qu'avant, à la fois oui et non. Oui, parce que grâce à des plateformes comme Alibaba, il y a des petites entreprises qui peuvent proposer leurs services à l'ensemble de la planète, ou en tout cas à un grand nombre de consommateurs qui vont être de l'autre côté de la plateforme. Et donc tout d'un coup, c'est très favorable aux petites entreprises en termes d'accès au marché. Non, quand vous prenez eh bien justement Amazon contre des détaillants ou Airbnb contre des hôtels, etc. Vous avez un certain nombre de plateformes qui sont en train de manger des parts de marché au commerce traditionnel ou à des activités traditionnelles. Et ces activités traditionnelles qui sont où les PME dominent. Donc là, le paysage est contrasté et en termes nets, j'ai pas de vision d'ensemble. Une remarque? Une dernière question sur la fiscalité. Est-ce qu'on va vers plus ou moins de concurrence fiscale entre pays? Oui. Alors, je ne suis pas spécialiste de questions de fiscalité, donc, mais je dirais que qu'a priori, plutôt oui, dans le sens où il y a de la compétitivité pour attirer les capitaux. On dit qu'il faut que les entreprises étrangères viennent chez nous pour créer des emplois. Ça peut passer par de la concurrence fiscale, hein, on va taxer différemment. Donc on veut taxer, on a de la concurrence fiscale pour avoir les inventeurs, donc les top chercheurs ou les gens qui inventent ces innovateurs, ces super innovateurs, ils sont sensibles, c'est 1% à où ils sont taxés le moins pour se localiser. Donc il y a des travaux de Harvard sur ça. Donc oui, il y a plus de concurrence fiscale. Et une chose qui est certaine, c'est que donc, dans les politiques économiques qu'il faut penser, c'est cette harmonisation fiscale. Il faut évidemment, si on arrive à faire dans les coordinations, hein, dans les enjeux de coordination internationale, il y a ces enjeux de coordination fiscale qui se jouent. Oui. Allez, le dernier mot, Pierre-Noël Giraud. On va parler d'actualité. Avant même de songer à l'harmonisation fiscale, par ailleurs nécessaire, on devrait s'occuper de la fraude fiscale. C'est d'actualité. Les Paradise Papers montrent que tant qu'on n'aura pas réglé cette question de la possibilité pour des entreprises ou des individus riches
d'échapper à la fiscalité des territoires, c'est pas la peine de parler d'harmonisation fiscale. Or, il est parfaitement techniquement possible de régler ce problème. Parfaitement. De même qu'il serait parfaitement techniquement possible de savoir un produit manufacturé produit en France, quelle est la chaîne de valeur ajoutée. Il suffit de mettre une puce RFID sur chaque composante où il y aura écrit, ça a été fait en Thaïlande, prix d'achat tant, prix de vente, valeur ajoutée. On pourrait localiser comme ça toutes les chaînes de valeur ajoutée sans aucun problème. Tous les paiements par virement, sauf le Bitcoin, sont traçables. Et le Bitcoin n'est pas encore une monnaie. Et si, en plus, on trace tous les virements en monnaie, vous allez voir le Bitcoin qui va prendre une importance phénoménale, mais restera l'incertitude fondamentale qui est quel sera son taux de change avec les autres monnaies. Voilà. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est une bonne question. Merci beaucoup à tous les trois. Flora Bellone. Alors justement, j'allais le faire. Me cassez pas mes effets, Pierre-Noël Giraud. Ah là, quel vendeur celui-là. Flora Bellone, la compétitivité des pays, édition La Découverte. François Lévesque, Les habits neufs de la concurrence chez Odile Jacob. Et Pierre-Noël Giraud, donc L'homme invisible chez Odile Jacob. Et cette note de la Fabrique de l'Industrie. Mais j'en profite pour vous dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres notes très intéressantes de la Fabrique de l'Industrie. Celle-ci s'appelle Dynamique des emplois exposés et abrités en France, Pierre-Noël Giraud, avec bien sûr Philippe Froquerin. Merci de votre attention.